principalement. Et nous avons aussi des contributions de la fondation, le fonds de dotation Anyama, ainsi que Bordeaux, Bordeaux Métropole et Bordeaux Ville, il me semble, mais Jacques nous en dira un peu plus. Voilà. Avant de commencer ce webinaire, slide suivante, s'il te plaît. Quelques informations pratiques à vous donner. Ce webinaire est enregistré et sera disponible en différé sur notre site internet, sur le site internet du Climate Action Accelerator. Merci de couper votre son et votre vidéo, sauf pendant la session questions-réponses à la fin. Pour poser une question, vous pouvez poser des questions au fil du webinaire en écrivant dans le chat. Donc, n'hésitez pas à poser des questions au fil du webinaire. Si ce sont des questions vraiment très précises, très détaillées sur le contenu de la présentation, alors ces questions seront prises au fil de l'eau. Si ce sont des questions qui sont plus générales, nous les prendrons à la fin pendant la session de questions-réponses. Merci à tous de fermer vos micros et vidéos, s'il vous plaît, pendant le webinaire. Le site web du webinaire, vous l'avez en face de vous. Si vous avez des collègues qui souhaitent venir en dernière minute, n'hésitez pas à aller voir le site web du webinaire et les replays seront également disponibles sur ce site internet. Pour nous contacter, vous avez notre mail ici, contact CA. Vous aurez aussi les contacts des différents intervenants à la fin de la présentation et cette présentation sera mise en ligne sur notre site internet, donc vous pourrez retrouver toutes ces informations plus tard. Slide suivante, s'il te plaît. Donc voilà aujourd'hui le programme de notre webinaire sur la finance verte. Je vais vous dire quelques mots sur le CA pour ceux qui ne nous connaissent pas. Puis ensuite, on va passer à une présentation des enjeux avec, je passerai la main à Reclaim Finance, qui est vraiment l'organisation spécialiste des enjeux de finance verte. On a vraiment le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui et avec qui on a co-organisé ce webinaire. Donc, la présentation des enjeux, la trésorerie, les investissements et les assurances. Et nous aurons des contributions de la Fondation Anyama avec Max, son directeur général, et de la ville de Bordeaux, avec Jacques, qui est responsable de ces sujets pour la ville de Bordeaux. Voilà, une troisième partie sur le passage à l'action, puisque je sais qu'un certain nombre d'organisations ici, qui sont des organisations partenaires du Climate Action Accelerator, souhaitent se lancer dans une démarche de finance verte. Donc, comment est-ce qu'on passe à l'action? Reclaim Finance nous en dira un petit peu plus, et puis une partie un peu questions-réponses à la fin pour répondre à toutes vos questions. Et il n'y a pas de questions bêtes, vraiment, donc n'hésitez pas surtout. Slide suivante, s'il te plaît. Alors, donc, le Climate Action Accelerator, pour ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, nous sommes une organisation qui est basée à Genève et qui accompagne des organisations, que l'on dit des organisations partenaires du secteur de l'aide et de la santé à l'international, dans leur démarche de transition bas carbone et de transition écologique. Pour ce faire, on accompagne ces organisations dans l'élaboration de feuilles de route bas carbone et environnementales et de plans d'action. Et parmi les différents sujets qui sont inclus dans ces feuilles de route, nous avons les sujets transport, les sujets énergie, beaucoup de sujets très divers. Et aussi se pose la question de la finance verte. Aujourd'hui, certaines organisations y pensent, d'autres ne savent pas comment passer le pas. Donc, d'où l'objet de ce webinaire aujourd'hui. Nous avons une trentaine d'organisations partenaires. Vous en avez certains exemples ici, comme Médecins sans frontières ou la Croix-Rouge internationale, et bien d'autres. Je ne vais pas toutes les citer ici. Et juste avant de terminer, il faut savoir aussi que nous sommes partenaires de l'initiative onusienne Race to Zero, justement pour cet accompagnement du secteur de l'humanitaire. Et j'arrête là. Next slide, please. Merci beaucoup, Marie-Flore, La main pour à cette Julie. présentation. Donc, je m'appelle Julie, je suis chargée de campagne chez Reclaim Finance.
Reclaim Finance, c'est une ONG qui a pour objectif de mettre la finance au service du climat et qui a été créée il y a 2 ans et demi par Lucie Pinson, qui a reçu le prix Goldman en 2020 pour une campagne qu'elle menait auprès des assureurs français sur leur sortie du charbon. Et en fait, depuis, Reclaim Finance a élargi son scope, c'est-à-dire qu'on travaille avec tous les acteurs financiers, les assureurs, mais aussi les banques, les gestionnaires d'actifs. Et on les accompagne sur le fait qu'ils cessent leur soutien financier à l'expansion fossile. Par expansion fossile, on entend le développement de nouveaux projets de pétrole, de gaz et de charbon. Et du coup, avant de vous parler à proprement parler de pourquoi une organisation a un rôle à jouer justement dans la finance verte, je voulais repartir d'abord sur les constats et notamment sur les constats sur lesquels nous, on se base chez Reclaim Finance pour notre activité. Donc, on se base en fait sur un constat scientifique qui est unanime, porté par les scientifiques du GIEC, qui nous dit qu'en fait, tous les nouveaux projets pétroliers, gaziers et de charbon, il y a un petit problème de slide, vous pouvez repasser à celle d'après. Tous les nouveaux projets de pétrole, de gaz et de charbon nous éloignent d'un scénario 1,5 degré. Et en fait, pour comprendre assez bien ça, il y a un indicateur qui est communément utilisé et qui s'appelle le budget carbone. Et en fait, le budget carbone, on peut le voir un peu comme en fait, un quota d'émissions maximale du CO2 qu'on peut dépenser dans le monde à partir d'aujourd'hui, tout en respectant une température donnée. Par exemple, le budget carbone qu'on donne pour un scénario 1,5 degré, c'est 500 gigatonnes de CO2. Et donc, ça veut dire tout simplement qu'on a encore 500 gigatonnes de CO2 à dépenser et que si on dépense au-delà de 500 gigatonnes de CO2, très probablement, on dépassera aussi les 1,5 degrés. Et donc, ce chiffre, il est intéressant à remettre en perspective avec en fait, les émissions de CO2 qui vont être créées par les infrastructures d'énergie fossile existantes, c'est-à-dire les puits de pétrole, les puits de gaz qui existent déjà, les mines de charbon. En fait, quand on comptabilise les émissions de CO2 qu'elles vont avoir sur toute leur durée de vie, on arrive à 660 gigatonnes de CO2. Et donc, on voit que c'est déjà au-delà du budget carbone qu'on devrait respecter. Donc, dans ce cadre-là, on comprend assez vite qu'en fait, l'urgence aujourd'hui, c'est d'arrêter les nouveaux projets de pétrole, de gaz et de charbon qui ne nous feraient que nous éloigner de cet objectif-là. Et au-delà de ça, ça sera même de réduire à terme la production de ces infrastructures fossiles existantes. Et chez Reclaim Finance, en fait, on part d'un postulat qui est que pour nous, la finance, elle a un rôle à jouer là-dedans. La finance, elle n'est pas neutre, elle ne fait pas que financer l'économie telle qu'elle est, mais elle a le pouvoir de projeter en fait une vision sur le monde. Par exemple, en choisissant de financer un projet plutôt qu'un autre, elle va encourager des activités. Et c'est pour ça que pour nous, elle est responsable de cette transition. On appelle du coup tous les acteurs financiers à céder les soutiens financiers aux nouveaux projets fossiles, à engager les acteurs du secteur de l'énergie à réellement transitionner et à multiplier les investissements dans la sobriété énergétique et les énergies propres. Tu peux passer à la slide suivante, Pierre. Merci. Et donc, quel lien avec votre organisation? En fait, donc, aujourd'hui, il y a de nombreuses organisations qui se posent la question de leur impact climatique ou leur impact social, tout leur impact finalement sur la société. Voilà, on a vu par exemple le calcul des émissions de CO2 dans des organisations, dans des entreprises, des ONG, c'est des choses qui se font de plus en plus courantes. Mais malgré tout, en fait, on se rend compte que les opérations financières, elles ne sont absolument pas prises dans le scope, alors que pourtant, toute organisation a des opérations financières et que ces opérations ont un impact. Vous allez tous travailler à un moment donné avec différents acteurs financiers. Il en existe 3 grands types, les banques, les gestionnaires d'actifs et les assurances. Et ces acteurs financiers, ils ont un impact qui n'est pas neutre sur le climat et qui peut être différencié en fonction des acteurs que vous allez choisir. Donc, avec par exemple, la banque avec laquelle vous travaillez,
ça va être des opérations financières telles que la gestion de la trésorerie, ça va être le fait d'avoir un compte courant dans une banque, ça va être le fait d'avoir peut-être des comptes à terme, des livrets d'épargne. Ça peut être aussi le fait d'aller contractualiser un prêt avec une banque. Si vous émettez des obligations en tant qu'organisation, c'est-à-dire c'est une sorte de prêt sur les marchés financiers, vous allez aussi passer par une banque. Et du côté des gestionnaires d'actifs, du coup, autre acteur, vous allez avoir affaire à cet acteur plutôt quand vous allez chercher à faire des investissements financiers. Si vous êtes un fonds de dotation, par exemple, ça va être une opération assez courante. Vous allez investir dans des actions, dans des obligations ou dans d'autres titres financiers. Ou alors, si vous mettez aussi en place une épargne salariale au sein de votre organisation ou un complément, une complémentaire retraite en passant par des fonds de pension, par exemple. Et enfin, dernier acteur, c'est les assurances. Et donc là, bien sûr, bon, je pense que c'est assez transparent, mais du coup, ça va être tous les produits auxquels vous allez souscrire pour réduire les risques qui peuvent peser sur votre organisation à un moment donné. Slide suivante. Et donc, comme je disais, ces acteurs financiers, ils ne sont pas neutres. Et donc, aujourd'hui, on va regarder ensemble un petit peu, acteur par acteur, le rôle que ces acteurs financiers peuvent avoir dans la transition écologique. Et dans un deuxième temps, quel rôle vous pouvez avoir vis-à-vis de ces acteurs-là. Si vous pouvez en changer, par exemple, ou si vous allez mettre en place en fait, une stratégie de dialogue avec cet acteur pour l'amener à changer. Donc, premier acteur, on va commencer par le plus simple, c'est les banques. Je pense que tout le monde est familier avec le business model d'une banque. D'un côté, il va avoir en fait des dépôts. Donc, c'est quand vous allez mettre de l'argent tout simplement dans une banque, vous faites un dépôt. Et de l'autre côté, une banque, elle va aussi faire des crédits. Quand vous avez besoin d'argent pour mettre en place un projet, vous allez trouver une banque et elle va vous faire un crédit. Et donc, dans le paysage bancaire actuel, dans le paysage bancaire européen plus précisément, on peut voir que ces banques, elles s'engagent massivement à respecter des accords, notamment à s'engager à être neutres en carbone en 2050. Donc, il y a vraiment un mouvement commun de beaucoup de banques européennes qui essayent de s'engager justement pour réduire leur impact. Mais de l'autre côté, on voit aussi que ça ne se traduit pas encore par des pratiques concrètes, puisque de nombreuses banques continuent de soutenir par le prêt des nouveaux projets fossiles. Comme illustration, il y a ce chiffre qui est assez marquant, qui est 1 331 milliards de dollars. C'est en fait le versement des banques européennes aux énergies fossiles depuis l'adoption de l'accord de Paris. Donc, on voit en fait qu'aujourd'hui, malheureusement, ça ne se traduit pas dans les pratiques et que les banques peuvent avoir un impact très important sur la mise en place de ces projets. Elle peut avoir un impact très important de 3 manières. D'abord, une banque peut décider de financer directement et de faire des prêts directs à des projets pétroliers et gaziers. Je vous ai mis en illustration en fait une carte qui illustre les projets les plus dévastateurs aujourd'hui, pétroliers et gaziers, et qui sont prévus dans le monde, donc qui ne sont pas encore créés, mais qui sont en cours de construction. Pour n'en citer qu'un, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, c'est le projet ICOP, qui est un projet d'oléoduc en Ouganda, qui fait plus de 1300 km et qui est chauffé à 50 degrés, enterré sous le sol, et en fait qui va aujourd'hui être très critiqué pour ses potentiels impacts sur la biodiversité et ses impacts déjà réels sur la subsistance de milliers de familles là-bas. Donc, ça se matérialise par des conséquences très concrètes. Et une banque qui va décider de financer directement ces projets-là, en fait, participe aussi un petit peu à ce système. Deuxième point, ça va être les prêts qui vont être non pas faits à des projets, mais les prêts qui vont être faits à des entreprises. Donc là, je vous ai mis aussi quelques exemples, BP, Repsol, ExxonMobil, Shell, TotalEnergies. C'est des entreprises européennes et américaines qui ont toutes en commun le fait que leur plan climat a été analysé
et le plan climat, en fait, ne se révèle pas à la hauteur des enjeux. Pour vous donner un exemple très précis, par exemple, Total Energy, aujourd'hui, 90% de son CAPEX, le CAPEX, c'est en fait les investissements que Total Energy va réaliser, 90% va se faire dans les énergies fossiles et seulement 10% dans les renouvelables. Donc, en fait, on voit un écart quand même énorme entre les deux pour une entreprise qui se dit en transition. Et nous, c'est ce qu'on essaye de souligner chez Reclaim Finance. Le fait que faire des prêts, en fait, finalement, à ces entreprises-là, c'est soutenir indirectement le développement de nouveaux projets. Et du coup, troisième aussi outil dont peut servir une banque pour pouvoir encourager une industrie fossile, ça va être l'aide à l'émission d'obligations parce que justement ces entreprises-là, BP, Chevron, etc., vont souvent faire émettre une obligation sur les marchés financiers, du coup pour se financer. Et pour cela, elles ont toujours besoin d'une banque. Donc, en bref, vos dépôts, quand vous choisissez une banque en tant qu'organisation, vos dépôts, en fait, augmentent la capacité de financement de ces banques et donc leur capacité à accorder des crédits. Et vous pouvez refuser que votre argent participe à ce genre de projet en choisissant une banque alternative ou en ayant une autre stratégie. Pierre, tu peux passer à la slide suivante. Donc, comme je disais, deux options, choisir une banque alternative. Aujourd'hui, il faut savoir que toutes les banques n'ont pas le même impact. Certaines banques ont renforcé leur politique sectorielle afin de cesser justement leur soutien financier aux projets fossiles. C'est le cas en France de Crédit Mutuel Arkea, c'est aussi le cas de Crédit Coopératif, de la NEF, de la Banque Postale et d'autres acteurs. Nous, on a fait ce travail en fait de benchmark chez Reclaim Finance en fait pour vous donner justement les éléments de compréhension de ce marché-là. Sur changedebanque.org, vous pourrez retrouver en fait justement une analyse des banques. Bon, désolée pour du coup les non francophones, mais du coup des banques françaises. Et du coup, ça peut vous permettre d'orienter en tout cas justement vos partenaires bancaires dans la bonne direction, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller mettre votre compte courant chez un acteur financier qui aujourd'hui continue de financer les projets fossiles, vous allez peut-être aller au Crédit Mutuel Arkea, Crédit Coopératif, etc. Après, la réalité, c'est qu'il existe aussi une autre solution, et que en fait, parfois, les banques proposées, elles ne vont pas correspondre à vos besoins, parce que vous avez une structure qui, par exemple, a un budget trop conséquent, parce que vos obligations de diversification de la dette vous empêchent en fait de vous tourner seulement vers des acteurs alternatifs comme cela. Et dans ce cas-là, il y a aussi une autre stratégie qui est que vous pouvez engager un dialogue avec votre acteur bancaire. C'est ce qui a été fait du coup avec de nombreuses collectivités. Avec chez Reclaim Finance, on accompagne des collectivités depuis 1 an maintenant dans la mise en place d'un questionnaire extra-financier qui est intégré en fait à l'appel d'offres des collectivités quand elles vont choisir les banques auprès desquelles elles vont faire un prêt. Et donc, ça, c'est typiquement le genre de stratégie qu'on peut mettre en place pour pouvoir engager un dialogue avec les banques existantes et puis pouvoir mettre en compétition justement des banques alternatives et des banques existantes. Et sur ce sujet-là, je vais laisser Jacques vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé chez lui, du coup, à Bordeaux, parce que la ville de Bordeaux a mis cette initiative en place il y a maintenant un an et demi. Et bonjour. Donc oui, effectivement, moi c'est Jacques. Donc je suis le responsable du service de la dette, de la trésorerie, des financements de projets à la ville de Bordeaux et Bordeaux Métropole. Donc la ville de Bordeaux s'est effectivement lancée dans cette expérience, notamment parce que les collectivités ont des plans d'investissement de plus en plus ambitieux, et surtout marqué par une forte connotation environnementale et éco-responsable. Donc, elles souhaitent être exemplaires et prendre toute leur part dans la sensibilisation à la lutte contre le dérèglement climatique.
la fraude et l'évasion fiscale, entre autres. Mais jusqu'à récemment, l'aspect financement de ces mêmes projets n'était pas vu sous cet angle dans les collectivités. Or, le financement par l'emprunt peut, de notre point de vue, également être un autre pilier d'exemplarité en recherchant prioritairement des financements éthiques et éco-responsables. Et donc, afin d'inciter et d'encourager les établissements bancaires à prendre en compte les impacts sociaux, environnementaux et climatiques de leur action, plusieurs collectivités ont adressé aux banques un questionnaire, celui qu'a présenté entre autres Julie tout à l'heure, qui porte sur leur politique RSE. D'abord, on a eu Besançon, puis Bourg-en-Bresse, puis la ville de Bordeaux en 2022. Tous ont décidé de prendre part à un mouvement qui, depuis un an ou deux, ne cesse de s'étendre parmi les collectivités. Et elles sont de plus en plus nombreuses à solliciter Reclaim, par exemple, sur le sujet. Il faut dire que, à contrario, jusqu'à présent, les collectivités étaient quand même régulièrement interrogées sur leur politique RSE par leurs financeurs, donc les banques. Que l'on travaille avec la Banque européenne sur le financement de certains projets, par exemple, que l'on aille sur le marché obligataire, et en particulier sur les obligations vertes, les green bonds, les collectivités doivent aujourd'hui, à partir de critères précis, établir l'impact de leurs projets d'investissement sur l'environnement, qu'il s'agisse d'ailleurs de projets de construction, de transport en commun, de mobilité douce et autres. Donc, en quelque sorte, ce questionnaire, pour nous, renverse un peu la question en demandant aux banques, mais que faites-vous, vous, financeurs, en matière de responsabilité sociale et environnementale? Quelle est votre politique? Quels sont les objectifs que vous vous êtes assignés et dans quel délai? Sur la diapo suivante, donc le questionnaire a donc pour but d'y voir plus clair dans la politique des groupes financiers. On insiste auprès des banques sur le fait que les réponses doivent être apportées au niveau du groupe. On fait une petite aparté là-dessus quand on fait nos présentations aux banques. Donc une présentation et des réponses au niveau groupe et non pas au niveau régional, car sinon nous passerions à côté d'un certain nombre de questions qui ont trait notamment à la transparence financière ou à la lutte contre le blanchiment, qui ne sont pas traitées en région. Donc le questionnaire comporte plusieurs thématiques. Donc après une brève présentation de la stratégie RSE du groupe financier, on leur demande de faire, le questionnaire soumis aux banques porte sur 4 thématiques. Le premier point, c'est la transparence financière, donc toutes les questions d'implantation ou de partenariat dans les territoires non coopératifs, avec en appui les listes noires ou grises de l'Union européenne. Seconde thématique, c'est la lutte contre le blanchiment, la corruption ou la fraude fiscale. On leur pose des questions sur le fait qu'ils aient été condamnés éventuellement, potentiellement, par une juridiction française ou européenne pour des faits de corruption ou de fraude fiscale. On leur pose des questions sur les moyens engagés par la banque pour lutter contre le blanchiment, etc. Troisième thématique, les actions mises en place en matière environnementale et climatique. On questionne ici la stratégie de réduction des émissions de CO2 de l'établissement financier et bien sûr, des questions qui portent sur le financement d'entreprises qui travaillent dans le secteur des énergies fossiles, le charbon, le pétrole, le gaz. Puis, toujours sur cette thématique climat, une question sur le financement ou non d'entreprises qui contribuent à la déforestation, par exemple. Et enfin, une question sur les actions menées ou soutenues par la banque en matière d'économie d'énergie et de développement des énergies renouvelables. La dernière thématique, ce sont toutes les actions que la banque pourrait mener en matière de responsabilité sociale. Et là, on va parler de la lutte contre les discriminations, du respect de l'égalité femmes-hommes. Et donc, on va poser des questions sur les écarts de salaire entre les femmes et les hommes, chez les cadres, chez les non-cadres, la part des femmes dans les instances dirigeantes. On va aussi poser des questions sur le handicap, et notamment la part des salariés en situation de handicap. Et également des questions sur un éventuel soutien à l'économie sociale ou un soutien à l'emploi local, tout simplement. Alors, le retour du questionnaire renseigné par les banques
n'est pas présenté aux banques comme une option, mais comme une condition sine qua non à leur participation aux consultations d'emprunt de la ville. Alors, en effet, il est clairement fait chez nous un lien entre le questionnaire et les consultations d'emprunt à venir. C'est-à-dire que les collectivités qui se sont engagées dans cette démarche, comme la nôtre, vont plus ou moins tenir compte des réponses au questionnaire pour arbitrer entre les offres financières qui leur sont proposées. Et autrement dit, les offres sont donc jugées à l'aune des conditions financières, mais aussi de réponses au questionnaire. Alors, deux exemples qui sont récents, à Besançon et à Bourg-en-Bresse, par exemple, nos collègues. Besançon, par exemple, a choisi l'offre la plus vertueuse parmi les offres financières équivalentes, parmi les mieux disantes, tandis que Bourg-en-Bresse, lui, a appliqué une pondération donc à 50-50. 50%, c'est l'analyse du questionnaire qui a prévalu dans le choix de l'offre, et 50%, c'était les conditions financières des banques. Un choix qui, côté Bourg-en-Bresse, s'est avéré peut-être un peu plus cher, mais qui est assumé en tant que tel par la ville. Et enfin, dernière diapo, donc avec un calendrier qu'on vous présente ici, donc qu'on a établi et mis en place l'année dernière, donc en 2022. En avril, on a donc lancé donc la démarche. C'est Claudine Bichet, l'adjointe au maire de Bordeaux en charge des finances du défi climatique et de l'égalité femmes-hommes, qui a lancé cette démarche lors d'une réunion qui réunissait l'ensemble des banques habituellement présentes sur le marché des collectivités pour expliquer la démarche. En juillet, on a donc adressé le questionnaire aux banques avec un délai d'1 ou 2 mois. Et puis en septembre, on a commencé l'analyse des réponses. Alors, au moment de l'analyse des réponses, on a fait au moins 2 constats. Premier constat, l'analyse des réponses pour nous, le service finance ici à la ville de Bordeaux, n'a pas été très facile pour au moins 2 raisons. Ce type de travail, donc une analyse centrée sur les engagements RSE des banques, au départ, ce n'était pas notre cœur de métier. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on s'est fait accompagner par Reclaim Finance et Oxfam pour essayer de compléter notre analyse et en débattre avec eux. Et puis, deuxième constat, les banques que l'on a interrogées sont de nature très différente. Dans notre panel, l'une ne s'adresse qu'à ses adhérents, par exemple l'Agence France Locale, pour ceux qui connaissent, ne s'adresse qu'à ses adhérents qui sont essentiellement des collectivités locales. D'autres sont liées entre elles, la Banque Postale, la Banque des Territoires, et d'autres font aussi partie du même groupe bancaire. Je pense notamment au groupe BPCE. D'autres sont des banques éthiques par nature également. On parle là de la MEF et du Crédit Coopératif, par exemple. Et donc, l'ensemble de ces banques ne partent pas, pour nous, sur la même ligne de départ, en quelque sorte, au moment où on démarre l'analyse. Second constat, et sans trop aller dans le détail des réponses, on voit bien que toutes les banques sont engagées dans des actions en matière de responsabilité environnementale et climatique ou de transparence financière à des degrés divers, mais il ressort néanmoins que de leur réponse que ces engagements sont malgré tout assez récents. Et donc la différenciation de l'implication des banques se réalise donc actuellement principalement non pas dans les réalisations et résultats efficients des banques dans ce domaine, mais plutôt dans une volonté plus ou moins forte de s'inscrire dans une trajectoire vertueuse. Donc plutôt que de l'autre côté d'établir un classement stricto sensu des banques qui sanctionneraient en quelque sorte leur engagement plus ou moins fort aujourd'hui dans la transition écologique, il s'agira pour nous dans les années qui viennent de vérifier que les établissements financiers atteignent bien les objectifs qui se sont assignés dans le calendrier qui se sont fixés. Et donc, fort de ces constats, on a classé les établissements bancaires en 3 groupes. Un groupe A qui était constitué par les établissements bancaires qui étaient fortement investis dans une démarche RSE dès maintenant. Un groupe B constitué par les établissements bancaires moyennement investis dans une démarche RSE. Et puis, un groupe C constitué par les établissements bancaires en cours d'investissement dans une démarche RSE.
Dès lors, le résultat de ce premier questionnaire, les résultats seront donc actualisés chaque année afin de vérifier si les banques sont toujours dans les trajectoires qu'elles ont annoncées. Après cette analyse, en octobre, on a lancé notre campagne d'emprunt. C'est vrai qu'on a voulu dissocier le temps de l'analyse du temps de la consultation, de manière à ne pas avoir à gérer en même temps un temps assez long d'analyse avec le temps court de la consultation. Et au final, on a fait le choix de privilégier en cette première année les banques qui présentent les meilleures conditions financières et à offre égale, de privilégier les plus vertueuses. On a pris un peu l'exemple de Besançon à notre compte. On a repris cet exemple à notre compte. Et finalement, nous voyons ce questionnaire comme un outil supplémentaire d'aide à la décision qui sera certainement de plus en plus prépondérant dans le choix des offres bancaires dès lors qu'on aura constaté au fil des années que les objectifs RSE des banques sont atteints ou pas. Et donc, à court ou moyen terme, il s'agira bien pour la ville de différencier les propositions bancaires des futures consultations et d'orienter ses choix vers les propositions les plus vertueuses. Voilà ce que je peux dire sur notre expérience dans la matière, sur ce questionnaire adressé aux banques. Je redonne la parole à Julie. Merci beaucoup, Jacques. Donc, du coup, maintenant que vous avez bien compris comment fonctionnent les banques et quel impact votre organisation peut avoir sur ses partenaires bancaires, parlons des gestionnaires d'actifs. Donc, vous allez passer par un gestionnaire d'actifs si vous choisissez d'investir dans certains véhicules d'investissement pour votre trésorerie, par exemple, ou alors si, comme Anyama, on va le voir tout à l'heure, vous êtes un fonds de dotation et que votre business model repose sur ces investissements-là. Ou alors, si vous faites appel à des fonds de pension ou des gestionnaires d'actifs pour assurer un complément de revenus pour vos salariés. Le gestionnaire d'actifs, en fait, il va gérer le capital d'un tiers en l'investissant de différentes manières. Il peut détenir des actifs financiers à durée très courte, des petites créances, appelées actifs monétaires, ou bien alors des parts sociales d'une entreprise. Là, c'est appelé actions. Les actions donnent droit à des dividendes et donnent droit aussi à un droit de vote en assemblée générale. Ou encore, autre option, dans des prêts appelés obligations qui donnent droit à des coupons qui peuvent être à peu près comparés justement à des dividendes. Et en fait, les gestionnaires d'actifs, ils peuvent investir dans les actifs financiers de certaines entreprises ou même de certains États. Là encore, on considère que les gestionnaires d'actifs ont un rôle à jouer. Pourquoi ? Parce que d'abord, ils sont très lourdement exposés. Reclaim Finance a analysé les investissements des 30 principaux gestionnaires d'actifs européens et américains et on s'est rendu compte qu'ils détenaient 468 milliards de dollars dans 12 grandes entreprises pétrolières et gazières qui développent encore des nouveaux projets de production de façon massive. Cette exposition, en fait, va leur conférer un pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ont une responsabilité double. La première, c'est de stopper les nouveaux investissements, c'est-à-dire de ne pas acheter de nouvelles obligations qui seraient émises par une major fossile, ou alors des nouvelles actions, mais c'est un peu plus rare. Et deuxième façon d'engager justement ces acteurs-là, c'est de dialoguer avec les entreprises que les gestionnaires d'actifs ont dans leur portefeuille pour les engager en fait à transitionner, en leur demandant par exemple de cesser de développer de nouveaux projets fossiles ou alors d'investir massivement dans les énergies renouvelables. Et en fait, les gestionnaires d'actifs, ils ont ce rôle-là de pression sur les acteurs du secteur fossile que les banques n'ont pas. Ainsi, en fonction des fonds d'investissement que vous allez choisir ou des gestionnaires que vous allez choisir en tant qu'organisation, vous pouvez soutenir directement en fait, des acteurs qui développent des nouveaux projets fossiles. Il existe des labels qui sont censés vous permettre d'y voir plus clair, mais la réalité n'est pas toujours aussi simple.
Vous avez peut-être déjà entendu parler voilà, du label ISR, du label Greenfin, du label Finansol en France. Il y a aussi le label Towards Sustainability et le label FNG. Donc, c'est en Belgique et en Allemagne. Mais en fait, il y a une qualité assez variable de ces labels-là. En fait, dans ce panel-là, je ne vais pas vous décrire un à un les labels, mais seul le label Greenfin aujourd'hui permet vraiment d'exclure le secteur fossile. Et ça vous permet d'être sûr que 1 euro qui serait investi dans un fonds Greenfin ne se retrouverait pas dans une entreprise qui développe des nouveaux projets. Le label Towards Sustainability FNG, eux, assurent plus ou moins que votre argent ne sera pas investi, en tout cas dans des entreprises qui développent des hydrocarbures dits non conventionnels. Ça va être pétrole et gaz de schiste, ça va être aussi les sables bitumineux. Et donc, voilà, il y a différentes qualités, on va dire, de fonds d'investissement, comme il y a différentes qualités ou en tout cas engagements de gestionnaires d'actifs. Tu peux passer à la slide suivante, Pierre. Et là encore, différentes options pour une organisation comme la vôtre. Vous pouvez agir en vous tournant vers un gestionnaire d'actifs responsable. C'est vraiment ce qu'on va vous encourager à faire au départ parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile de négocier et de demander vraiment voilà ce qu'on veut précisément dans nos fonds quand on a déjà un gestionnaire d'actifs qui est habitué à travailler de cette manière-là et qui n'est pas réticent en fait à exclure certains pans de l'économie comme le secteur fossile de vos fonds. Donc, ça va être vraiment la première chose que nous, on va vous inciter à faire. Pour essayer d'y voir plus clair, en fait, dans le marché des acteurs financiers, parce que là encore, c'est assez compliqué de faire la différence aujourd'hui entre un gestionnaire d'actifs qui se dit responsable, un gestionnaire d'actifs qui est vraiment engagé. Nous, chez Reclaim Finance, c'est vraiment notre cœur de métier d'analyser les politiques charbon et les politiques pétrole et gaz des acteurs financiers du monde. Donc, en fait, on a 2 outils qui sont open source. Donc, chacun peut aller chercher les informations dont il a besoin en ligne sur ces outils-là. C'est l'Oil and Gas Policy Tracker et le Coal Policy Tool. Ça référencie en fait tous les acteurs financiers. Et il y a une analyse chiffrée avec un code couleur qui est assez facilement compréhensible. Mais après, vous pouvez vraiment aller chercher dans le détail de la méthodologie pour comprendre comment on a noté justement ces politiques-là et qui vous permet en fait de vous renseigner sur les pratiques de votre gestionnaire d'actifs et donc de choisir des gestionnaires d'actifs qui sont plus engagés. Si, encore une fois, ce n'est pas possible de se tourner vers un gestionnaire d'actifs responsable, ou alors tout simplement que même le gestionnaire d'actifs responsable, en fait, il n'est pas parfait, vous pouvez fixer des garde-fous afin de vous assurer que vos investissements ne terminent pas là où vous ne voulez pas qu'ils terminent. Vous pouvez avoir des sensibilités différentes. Là, dans mon discours, on parle vraiment... Mon scope, c'est vraiment énergie fossile, mais il y a plein d'autres enjeux. Il y a aussi des enjeux sociaux, il y a des enjeux de biodiversité. Et donc, vous pouvez toujours faire ce travail, en fait, de placer des garde-fous là où vous souhaitez. C'est un travail qu'on a fait notamment avec des collectifs de salariés et d'entreprises. On a écrit un manifeste pour une épargne salariale au service du climat où on a défini, en fait, des critères très stricts de ce que serait une épargne salariale vraiment responsable. On demande par exemple d'avoir dans le lot des fonds d'investissement proposés aux salariés au moins un fonds qui exclut les fossiles parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas très courant et bien souvent, les salariés n'ont même pas le choix que de choisir des fonds d'investissement qui sont exposés. Et aussi, deuxième demande assez forte qu'on a faite dans ce manifeste, c'était de demander aux gestionnaires d'actifs d'engager toutes les entreprises qui développeraient encore des nouveaux projets fossiles à s'engager et à réellement transitionner. Donc ça, c'est un exemple de ce qui peut être fait. Max va vous parler aussi de la charte d'investissement responsable qu'il a mis en place pour son fonds de dotation. Et enfin, avant de vous laisser avec Max, troisième option, c'est aussi tout simplement d'engager un dialogue régulier avec votre gestionnaire d'actifs. Il y a plein de moments un peu clés dans l'année comme ça où vous allez pouvoir
dialoguer avec votre gestionnaire d'actifs. Et les assemblées générales, ça peut être un bon moment pour le faire. Parce que si il y a des assemblées générales, justement des entreprises que vous avez en portefeuille et dont vous savez pertinemment que vous n'êtes pas très aligné, vous pouvez demander à votre gestionnaire d'actifs de voter contre un plan climat, par exemple, d'une entreprise qui vous paraîtrait absolument en décalage avec les accords de Paris. Et donc enfin, très très concrètement, ça a déjà été fait. C'est par exemple Crédit Mutuel, qui est plutôt un gros acteur et qui n'est pas non plus parfait sur toute la ligne, qui a voté contre le plan climat de Total Energy l'année dernière. Et donc, c'était un geste fort, en tout cas, de son engagement et de l'engagement de Total Energy, justement, de ce qu'on lui demandait, en fait. Donc, je vous laisse maintenant avec la Fondation Anyama. Bonjour à tous. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'Anyama, peut-être de l'initiative, peut-être pas du nom Anyama. On est à la fois un fonds de dotation et une fondation sous égide pour le moment. Et nous avons été créés à l'initiative d'un grand gagnant de l'euro-million qui a donc décidé de jouer en fait pour créer une fondation si jamais il avait la chance de gagner. Et il se trouve qu'il a eu cette chance incroyable de gagner une très grosse somme d'argent. Et il a donc joint les actes à l'idée, à la parole, en créant donc Anyama. Et notre objet social, donc notre but, c'est de financer, soutenir des acteurs autour de 2 thématiques. L'environnement, en particulier le sujet de la forêt, mais aussi le sujet de la biodiversité. Et puis, on a une autre thématique un peu plus petite, qui est la thématique de la santé, notamment autour du sujet du soutien aux aidants, notamment les aidants familiaux, etc. Et puis aussi, on va commencer à travailler sur les impacts positifs que la nature peut avoir sur la santé. Donc, c'est une fondation très récente, puisqu'on a été créé en 2021. Et immédiatement, en fait, je dirais le point de base de la réflexion, puisqu'on va y revenir un peu tout à l'heure, mais on a un fonctionnement donc de tenter de préserver le capital pour distribuer les revenus de ce capital et essayer de pérenniser au maximum cette structure. C'était une volonté de notre fondateur. L'enjeu des placements était donc crucial et fondamental pour nous. Et la cohérence notamment entre justement l'objet social qui avait été choisi, et notamment cet axe environnemental, et nos placements. On avait aussi cet enjeu, alors si vous voulez, il y avait cet enjeu pour nous, il y avait aussi, cet enjeu-là, il émergeait aussi de nos futurs partenaires, c'est-à-dire que dans les premières discussions qu'on a commencé à avoir avec des ONG, notamment environnementales, nous, on ne pouvait pas dire à ce moment-là quelle était l'origine des fonds, en plus, parce que ce n'était pas public. Depuis, il y a un article qui est sorti dans le Parisien, mais ce n'était pas public à ce moment-là. Et c'est vrai que il revenait de manière très récurrente le fait que si on ne connaît pas l'origine des fonds, on n'est pas prêt de les accepter, parce que si vous avez, j'en sais rien, fait cet argent en coupant la moitié de l'Amazonie, forcément on n'en veut pas, ce qui était bien logique et plutôt rassurant d'ailleurs. Donc voilà, l'idée c'était de se dire, ne soyons pas schizophrènes aussi, si d'un côté on place de l'argent et on génère des externalités négatives contre lesquelles on lutte derrière par le biais de nos soutiens, ça n'a absolument aucun sens. Donc il faut à minima être cohérent avec soi-même et surtout ne pas générer les problématiques contre lesquelles on lutte en tant que fondation. Pour moi, ça c'était quelque chose d'absolument fondamental et je pense qu'il va être partagé par pas mal de gens qui assistent à ce webinaire, si en tout cas ces sujets-là vous intéressent. En parallèle de ça et de cette exigence qu'on avait au niveau des critères extra-financiers, il y a aussi le fait que malheureusement, sur le long terme, le financement de nos actions d'intérêt général, il va quand même dépendre de la rentabilité. Et ça reste en filigrane de notre mode de fonctionnement. Donc, à partir du moment où notre fondateur a posé un objectif de pérennité du fonds, puisque lui, ce qu'il veut, c'est que le capital puisse soutenir dans la très longue durée les acteurs, et notamment sur toute la durée de la transition écologique des prochaines années, donc qui est nécessaire. Voilà, donc le but, c'est que ça dure le plus longtemps possible. Pour pouvoir faire ça, on a décidé de se constituer en un fonds non consomptible et donc de distribuer les revenus du capital.
Et donc, ce qui veut dire qu'il va falloir quand même réussir à en dégager des revenus. Alors, comme pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, c'est pour ça qu'on a la fondation sous égide à côté. Il faut dire qu'on est très récent, hein, donc on a commencé à placer il y a à peine 1 an. Donc, c'est normal que pour l'instant, ça prenne un petit peu de temps. Voilà pourquoi on a aussi cette fondation sous égide à côté. On fait du flux, on l'alimente et on verse et on finance déjà. On a déjà aujourd'hui 23 partenaires, on finance 24 projets. Là, on revient d'outre-mer, Guyane et Guadeloupe, et on va aussi soutenir des partenaires là-bas. Je n'ai pas précisé, mais donc on agit exclusivement en France, métropole et outre-mer. Alors, intéressons-nous maintenant au sujet qui est l'objet du jour, c'est-à-dire comment est-ce qu'on a travaillé justement ce sujet des placements et comment est-ce qu'on a essayé d'être le plus en cohérence possible. La première des choses, puisqu'en fait, il y a eu un process d'investissement qui était quand même, effectivement, comme je l'ai écrit, très long, très complexe, assez pénible. On a mis, je crois qu'on a mis 8 mois à réussir à investir, donc vous voyez, c'était quand même très long. On a d'abord créé un comité d'investissement. Alors, un comité d'investissement, de toute façon, vu notre dotation, c'était obligatoire. Mais contrairement à beaucoup d'autres fonds de dotation où c'est un peu un comité symbolique où on met son banquier et quelques amis qui connaissent un peu la finance, nous, on avait vraiment un enjeu de mettre autour de nous des gens à la fois qui connaissaient les sujets des investissements, mais aussi des gens, des ONG qui allaient avoir le niveau d'exigence que l'on souhaitait. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des profils très différents. On a des profils gérants, par exemple Philippe Gaborio, qui est le DG du fonds de dotation du Louvre et qui est un ancien gérant de la Barclays, le patron de la gestion de DNC Investissement, le patron de la gestion de Lazare, donc ce genre de profil. On a des profils aussi investissement responsable, investissement durable, comme Isabelle Delattre, qui est donc la directrice de tout ce qui est investissement responsable et durable du Crédit Mutuel Asset Management, dont on a parlé un peu tout à l'heure. Et Laurence Méhaignerie, qui est cofondatrice d'un fonds qui s'appelle Citizen Capital et qui est notamment un fonds de private equity à impact. Et puis, on a des profils associatifs, donc notamment Lucie Pinson, qui est donc la DG fondatrice de Reclaim Finance et Prix Goldman. On avait un représentant du WWF et de l'Institute for Climate Economy qui sont en cours de remplacement parce que il y en a un qui est parti dans un autre comité chez nous à sa demande et l'autre qui a quitté le WWF en l'occurrence. Et donc, c'est en cours de remplacement et on a déjà a priori les profils. Mais donc là, l'idée, c'est d'avoir des profils aussi associatifs pour venir défendre ces positions-là dans ce comité. Suite à la constitution de ce comité, on a commencé à avoir un certain nombre de discussions, et notamment on a travaillé sur une charte d'investissement. Là, on a fait, alors cette charte, vous pouvez la trouver sur notre site internet, elle est accessible, elle est publique. On a mis un certain nombre d'exclusions, on a mis aussi des objectifs extra-financiers. Donc on a mis des objectifs d'alignement sur la taxonomie européenne, sauf le gaz, bien sûr, parce qu'évidemment le fossile, c'était un des sujets. On a mis évidemment un alignement sur les accords de Paris, c'est l'objectif, encore une fois, et un respect des ODD, en particulier les ODD 14 et 15, qui sont les ODD qui nous concernent le plus sur les enjeux de biodiversité. On a exclu énormément de choses, alors il y a des choses qui sont relativement classiques, les armes non conventionnelles, tout ce qui est liste noire, liste grise du GAFI, etc. Bon, des choses assez classiques qu'on va trouver dans des fonds ISR assez simples, mais des choses aussi beaucoup plus ambitieuses et difficiles à mettre en œuvre, et ça on pourra en reparler si vous voulez, mais tels que par exemple des émetteurs qui exercent des activités qui génèrent de la déforestation. Et il y a déforestation, il y a aussi malforestation. Ça, c'est des enjeux qui sont extrêmement complexes et sur lesquels les gestionnaires d'actifs eux-mêmes ne comprennent pas grand-chose, donc ils ne sont pas très bons justement sur ces exclusions. On a aussi exclu tout ce qui était armement, tout ce qui était nucléaire civil, on a exclu les secteurs des énergies carbonées et fossiles, du tabac, de la culture et de la commercialisation d'OGM, etc. On a créé malgré tout un régime d'exception. Alors pourquoi on l'a créé? Parce que en fait, l'idée c'est que on puisse aussi contribuer à la transition écologique et énergétique. Et malheureusement aujourd'hui sur les émetteurs cotés, vous n'avez pratiquement aucun émetteur qui est dans une transition déjà aboutie. Donc, et puis par contre, vous avez tout un tas d'acteurs qui disent qu'ils font de la transition, mais qui n'en font pas. On a évoqué Total, c'est un très bon exemple, mais il y en a d'autres. Donc là, les gros pétroliers sont quasiment tous dans cette catégorie, enfin, sont tous dans cette catégorie-là. Donc l'idée, c'est d'aller chercher des acteurs qui ont encore potentiellement un tout petit peu de fossiles, mais qui sont en train d'arrêter avec un calendrier clair, un plan de sortie clair, avec idéalement de la fermeture d'exploitation plutôt que de la revente aussi, parce que si c'est revendu, forcément l'exploitation continue. Et bien évidemment, on a exclu tout ce qui était nouveaux forages, nouvelles explorations. Donc si c'est le cas chez un des émetteurs sur lesquels on sera exposé, évidemment, il y aura une exclusion immédiate. Et donc, ce n'est pas le tout de poser ces interdits-là. Derrière, il y a un enjeu de suivi
Et il y a un enjeu aussi de challenge des organisations, donc ça a été un peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire finalement, il faut faire de l'actionnariat actif, et je ne vais pas avoir le temps de beaucoup en parler là, mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on est en suivi, on a un certain nombre de titres. On a dû faire l'analyse de tous les titres qu'on avait qu'on avait en portefeuille. Il y en a un certain nombre sur lesquels on sait que ça va, donc globalement, on les suit, mais d'un peu plus loin. Il y en a un certain nombre qui sont en grosse vigilance, donc eux, on les surveille de très, très, très près et on regarde à chaque fois où ils en sont, leur stratégie, etc. Donc, c'est un gros boulot, hein, c'est très chronophage. Et aussi, on challenge les sociétés de gestion en posant un certain nombre de questions à la société de gestion, mais aussi en demandant à la société de gestion de poser des questions à l'émetteur, donc à l'entreprise, derrière sur, oui, mais d'accord, vous nous dites que vous êtes en transition, mais il est où le plan de sortie? Est-ce qu'il est clair ou pas? Quelle est l'échéance? Etc., etc. Et si on n'a pas de réponse satisfaisante, ils rejoignent la catégorie des exclus. Donc là, on a toute une liste d'émetteurs qui sont clairement exclus, en plus de ce qui est dans la charte, pour dire vraiment ces émetteurs-là, voilà, de toute façon, on ne voudra pas y être s'ils sont un peu dans la zone grise. On a très vite compris en préparant cette charte, j'ai mis un peu la charrue avant les bœufs dans les étapes en vous expliquant comment on vit aujourd'hui, mais on a très vite compris en faisant cette charte que les fonds ISR, notamment tout ce qu'on pouvait trouver classiquement sur le marché dans lesquels on pouvait co-investir, ça ne remplirait pas nos critères, ça n'aurait pas le niveau d'exigence qu'on voulait, comme ça a été très bien expliqué par Julie, hein, le sujet des labels, etc., ça ne nous suffisait pas. Et puis dès qu'on creuse avec de toute façon les banques, hein, on se rend vite compte ou les sociétés de gestion, on se rend vite compte que les fonds, ils sont globalement relativement peu exigeants. C'est pour ça que pour moi, la finance durable, elle est encore vraiment à ses prémices, hein, et c'est à nous aussi d'être acteurs justement de cette transition et de cette évolution en étant exigeants avec les acteurs financiers et les sociétés de gestion et les banques, parce que sinon, ils ne feront pas cette transition tout seuls, et on ne va pas se mentir, ils le feront que s'ils sont poussés par autant les autorités que les clients. Donc, on a décidé de faire des fonds dédiés qui respecteraient notre charte, qui soutiendraient potentiellement la transition écologique et énergétique, mais auprès donc d'émetteurs réellement engagés. Donc, on a fait un appel d'offres de société de gestion, ça a été long, laborieux, on s'est appuyé sur des consultants, on a eu énormément de mal, pourtant on avait quand même pas mal de fonds à investir, on a eu énormément de mal à avoir des réponses, il y a beaucoup de sociétés de gestion qui ont eu peur, hein, du cahier des charges qu'on avait posé, donc qui n'ont pas souhaité se positionner. On a réussi à avoir quand même 8 sociétés de gestion qui ont participé. Sur les 8 sociétés de gestion, il y en a 4 qui ont été shortlistés et les 4 ont été vus dans un oral avec évidemment notre comité d'investissement, la gouvernance d'Anyama, mais aussi des invités comme Marie-Stéphane Mardex, la directrice générale de la Fondation Carasso, qui est très engagée sur ces sujets-là, ainsi que donc d'autres acteurs, par exemple la responsable de la Coalition française des fondations pour le climat. Je vois que tu apparais, Marie-Flore, mais si je ne dis pas de bêtises, il doit me rester 3-4 minutes. Tu m'arrêtes. Hein. À peu près, oui, un peu moins, mais en plus, je vois qu'il y a une question dans le chat sur un D'accord, point je que tu as vais essayer mentionné. d'aller très vite alors pour finir, enfin en tout cas au moins de vous évoquer les sujets. On a fini par donc sélectionner 2 sociétés de gestion, on a fait nos fonds et on n'est pas pleinement satisfait aujourd'hui. Il y en a un qui est satisfaisant, l'autre pas, donc on va voir comment ça évolue. À côté de ça, il y a 2 autres sujets que je voulais évoquer. D'abord, on fait un peu d'investissement non coté comme relais d'impact, mais aussi comme potentielle source de revenus. Via un fonds qui a été créé par la Fondation d'Annelina Carasso, qui est géré par une société qui s'appelle Quadia, sur le thème de l'alimentation durable et de la biodiversité. C'est intéressant en relais d'impact parce qu'on investit dans des boîtes qui sont complémentaires avec les ONG qu'on finance. Donc, en fait, on arrive à faire des choses. Par exemple, si j'investis dans Poiscaille, je ne sais pas si vous connaissez un peu la map de la pêche, et que je finance Bloom à côté sur les enjeux pêche, voilà, j'ai de la cohérence en fait entre mes investissements et ma distribution. Donc ça, c'est très intéressant. Et si rentabilité il y a, parce que ce sont des placements risqués, eh bien, elle pourra aller à des actions qui sont cohérentes par rapport à, entre la partie investissement et la partie mission d'intérêt général. Et le dernier point, c'est qu'on continue d'avoir des réflexions pour investir encore un peu, notamment autour des énergies renouvelables et de l'immobilier à énergie passive ou l'immobilier neutre. C'est extrêmement complexe. C'est complexe parce que les énergies renouvelables ont beaucoup d'effets de bord, notamment sur la biodiversité qui nous intéresse beaucoup. Donc, on a des warnings un peu partout sur l'hydro, sur l'éolien, sur la biomasse, sur le solaire, sur les très grandes surfaces. Et maintenant, il y a même de la déforestation pour faire des centrales solaires. Donc, et on a le cas en Guyane en ce moment. Donc, finalement, on a du mal à trouver des projets qui soient à peu près, qui n'aient pas trop d'impact, comme le photovoltaïque de couverture, par exemple. C'est très dur pour des investisseurs de trouver ce genre de projet. Moi, je cherche fortement ce genre de choses. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, je cherche des co-investisseurs si ça intéresse des gens parmi vous, parce que j'aimerais bien qu'on fasse un peu une coalition d'acteurs responsables et de fondations là-dessus. Et puis, l'immobilier passif, voilà, c'est aussi très, très rare et difficile à trouver, malheureusement, et c'est une rentabilité longue, ce qui est moins facile pour nous, mais c'est quand même quelque chose qu'on aimerait regarder. Voilà. Merci Max. On va peut-être enchaîner sur 2 petites questions parce que tu as mentionné vraiment des choses très pointues. Comment, chez Anyama, contrôlez-vous la bonne application des politiques d'exclusion? Eh ben, en fait, on fait du contrôle ligne à ligne. C'est pour ça qu'on a fait des fonds dédiés aussi. C'est que du coup, on a un pouvoir d'influence sur les sociétés de gestion. C'est-à-dire qu'on peut leur dire, si vous investissez dans un fonds qui est mutualisé, un fonds commun, vous ne pouvez pas dire à la société de gestion, bah non, je ne veux pas cette ligne-là. Ça, ce ne sera pas possible. Vous pouvez le challenger sur sa politique et ses choix, mais vous ne pouvez pas le challenger sur du ligne à ligne. Nous, c'est vrai qu'on avait cette capacité d'investissement qui faisait que, comme on a des fonds dédiés, on peut leur dire, non, non, mais cette ligne-là, on va en discuter ensemble, on n'en veut pas. Ou pourquoi vous êtes allé chercher cette ligne-là? Sachant que, pour vous donner une toute petite anecdote en une seconde, je vais essayer de faire vite, mais nous, on a quand même le sujet forêt, déforestation qui est au cœur de notre charte. Et on a une de nos sociétés de gestion qui a investi dans 2 entreprises qui sont les acteurs les mieux notés d'un point de vue ESG, hein, donc parmi les meilleurs acteurs, sur tout ce qui est production de papier toilette, carton, etc., toutes les alternatives aux emballages plastiques, donc ce qui est plutôt positif. Sauf qu'en fait, on s'est rendu compte que ces émetteurs qui avaient les meilleures notes, il y en avait un qui était responsable de coupe rase en Suède dans les forêts boréales sur plus de 50 hectares, et l'autre qui avait transformé, alors là, tenez-vous bien, c'est 38 000 hectares de mémoire de forêt primaire en Colombie, en chassant les peuples autochtones. Donc, vous avez super envie de cautionner ce genre d'acte pour aller planter de la monoculture de pin et d'eucalyptus. Donc, voilà, nous, clairement, c'était non. Et ça, les sociétés de gestion ne l'ont absolument pas vu. C'est des choses que nous, on va creuser parce qu'on fait ce boulot justement d'aller regarder du ligne à ligne et d'aller regarder ce que font chacune des entreprises. Et donc ça, je reconnais que c'est tout à fait chronophage. Je suis prêt à partager, et d'ailleurs on a des discussions avec Reclaim aussi là-dessus, pour essayer de proposer peut-être un certain nombre de choses là-dessus pour faciliter le travail des acteurs qui voudraient bouger sur cette question-là. Parce que quitte à faire ce boulot, autant que ça serve à d'autres, moi je suis en transparence, donc je partage le fruit de mon travail avec qui veut, puisque c'est pour la bonne cause. Merci Max. Une autre question très précise aussi. Est-ce que vous envisagez chez Anyama d'avoir des fonds 100% alignés à la taxonomie pour justement mettre en accord clair avec les accords de Paris? Quelles sont les Alors, limites que vous voyez à ce type de fonds? bah, moi, les limites que je vois, c'est que déjà, si on prend la taxonomie aujourd'hui, il y a le gaz qui est considéré comme une énergie de transition et que du coup, c'est moyennement compatible avec les accords de Paris. Je vais vous dire, en vérité, bon, alors, toutes les analyses de température sur les portefeuilles, elles sont d'une analyse à une autre, vous pouvez avoir des écarts énormes. Donc, c'est très difficile d'avoir une idée claire. Mais je crois que je n'ai jamais vu aujourd'hui un fonds qui était vraiment aligné sur une trajectoire accord de Paris. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que les émetteurs sont pas encore sur la trajectoire sur laquelle ils devraient être en vérité. Et donc, c'est de la responsabilité des investisseurs, justement, de les forcer à aller s'aligner là-dessus. Malheureusement, il n'existe pas aujourd'hui une sorte de label qui dise, voilà, la stratégie de cette entreprise est compatible avec une trajectoire de degrés. Je ne parle même plus du 1,5 degré parce que franchement, je pense que plus personne n'y croit, même si ça me désespère de dire ça, mais voilà. Donc, aujourd'hui, moi, je trouve que c'est un vrai manque, ça. Il y a des gens qui travaillent sur un scoring carbone comme Axilia, par exemple. Vous avez un tas de gens qui travaillent sur ces sujets-là. Mais franchement, c'est assez difficile de s'y retrouver. Et à part faire du cas par cas, c'est très compliqué. Donc, les fonds 100% alignés taxonomie, j'ai envie de vous dire, alors moi, je ne peux pas parce que j'ai exclu le nucléaire et que j'ai exclu le gaz. Si vous, ce sont des choses que vous êtes prêts à accepter, pourquoi pas? C'est mieux que rien et c'est mieux que l'ISR a priori. Merci Max. On va repasser la parole à Julie et puis on vous retrouve de toute façon dans quelques minutes, Max, dans la session à questions-réponses avec Jacques aussi. Donc, si vous avez des questions pour Jacques, n'hésitez pas dans le chat. À toi la parole, Julie. Ça marche, merci. Donc, je vais faire très, très bref sur la partie assurance parce que j'aurais vraiment aimé plus développer avec vous les leviers d'action. Mais bon, très rapidement, le modèle des assurances, ça va être en fait 2 faces d'une même pièce. C'est-à-dire que d'un côté, oui, il y a ce rôle d'assureur et ça rend en fait une société d'assurance parfois responsable aussi du développement de certains projets fossiles parce qu'en fait, ces projets fossiles, ils vont devoir être assurés par des acteurs.
Mais il y a aussi la deuxième face de la pièce qui est en fait le côté investissement, c'est-à-dire que les primes collectées au travers justement de ces produits d'assurance vont être réinvesties. Et donc là, c'est un petit peu la même logique qu'un gestionnaire d'actifs finalement. Cet acteur, cette assurance va investir ses primes dans des entreprises qui peuvent ou ne pas être exposées. Et donc, voilà, ça va être les mêmes enjeux par rapport à ça. Donc, de la même manière que pour les gestionnaires d'actifs, vous pouvez retrouver sur les deux outils que je vous avais mentionnés avant, l'Oil and Gas Policy Tracker et le Coal Policy Tool. Vous pourrez retrouver d'ailleurs toutes ces informations sur la présentation qu'on vous enverra à la fin de ce webinaire. Vous allez retrouver ces acteurs-là, ces sociétés d'assurance, et de la même manière, juger de leur politique d'investissement, à savoir si ils excluent les projets fossiles de leurs, enfin, les entreprises qui développent des projets fossiles de leurs investissements. Ensuite, du coup, slide suivante, s'il te plaît, Pierre. Je voulais plutôt évoquer avec vous la stratégie qui est adoptée. Maintenant que... alors, il y a du bruit, je me permets de désactiver le son de quelqu'un. Voilà. Donc, maintenant que vous avez un petit peu compris le paysage, c'est-à-dire les 3 acteurs financiers clés avec lesquels vous êtes amenés à travailler, les banques, les gestionnaires d'actifs et les assurances, ce qui est important de déterminer, en fait, c'est de faire un petit peu une cartographie aujourd'hui des opérations financières que vous avez. C'est-à-dire déterminer le montant des opérations financières que cela représente, avec quel acteur vous allez travailler, et s'il existe, oui ou non, des acteurs alternatifs. Donc, ce travail-là, c'est, on va dire, la première étape de faire l'état des lieux de l'existant dans votre organisation. La deuxième étape, ça va être de faire une feuille de route. Il va avoir des chantiers prioritaires, c'est-à-dire que, par exemple, pour un fonds de dotation, comme vous l'avez compris, l'enjeu, il va plutôt être au niveau du gestionnaire d'actifs. Peut-être que pour une entreprise ou pour une ONG, ça sera davantage la gestion de la trésorerie et du coup, il faudra plutôt mettre l'accent sur les banques, peut-être. Et par exemple, pour les collectivités, dans le cas de la ville de Bordeaux, ça avait été plutôt à travers les prêts, donc c'était aussi les banques. Et une fois que vous avez justement décidé du chantier prioritaire sur lequel vous allez travailler dans un premier temps, va se mettre en place une stratégie pour justement réduire l'impact climatique de ce service financier. Dans ce cas-là, 2 options. Est-ce qu'il existe des acteurs alternatifs? Oui, vous pouvez changer de partenaire financier. C'est toujours important de le faire dans une logique où en fait, on essaye de remettre en cause un système. Et du coup, c'est important de notifier les raisons de votre départ. Quand vous partez d'un acteur financier pour aller vers un autre, c'est toujours important d'expliquer pourquoi. Parce que ça crée un précédent et que cette banque que vous quittez peut-être, si vous êtes la 100e personne à lui faire la réflexion, à un moment donné, ça remontera à la stratégie et ça a un réel impact. Pour avoir encore plus d'impact, c'est aussi possible de prendre position publiquement. Ça a été le cas de nombreuses collectivités il y a 6-8 mois, où en fait, il y a eu différentes villes, dont Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui en fait s'est positionnée en disant nous, on refuse en tant que ville que l'argent qu'on a aille aux énergies fossiles. Et du coup, on veut travailler maintenant avec des banques qui ne développent plus des nouveaux projets fossiles. Donc, c'est aussi possible de prendre position publiquement. S'il n'y a pas d'acteurs alternatifs, alors là encore, il y a des solutions. Vous y restez forcément, mais vous pouvez interpeller cet acteur pour qu'il évolue. Vous pouvez placer les garde-fous, comme l'a fait Max avec la Fondation Anyama, pour que votre argent ne profite pas à des activités qui sont incompatibles avec votre organisation. Et dans un deuxième temps, vous pouvez aussi, ça vient ensemble, vous pouvez aussi vous associer avec des pairs. Vous n'êtes pas seul quand vous êtes une ONG, par exemple, qui veut changer de banque.
il y en aura aussi d'autres. Et vous pouvez très bien vous associer avec des pairs pour que votre voix soit plus entendue. Ça a été le cas lorsqu'on on a sorti une tribune il n'y a pas longtemps sur l'épargne salariale, où justement, il y a plusieurs collectifs de salariés dans des entreprises différentes, et il y a plusieurs collectifs d'entreprises qui ont pris position en même temps pour interpeller les gestionnaires d'actifs et dire justement qu'ils n'étaient plus d'accord avec ce qu'on leur proposait comme épargne salariale. Ça peut être aussi le fait d'écrire une lettre commune à un gestionnaire d'actifs pour voir évoluer ses fonds. Donc voilà les différentes options que vous avez sur la table. Et je te demanderai, Pierre, une dernière fois de passer à la slide suivante. Nous, on veut vous accompagner chez Reclaim Finance et du coup, on a mis en place pour cela un questionnaire qui vous permet justement de faire l'état des lieux des différentes opérations financières que vous faites au quotidien, des acteurs par lesquels vous passez, des montants que ça représente. Ça va nous permettre justement, après, bien sûr en collaboration avec le CA, de mettre en place cette feuille de route et d'élaborer une stratégie pour réduire votre impact. Donc voilà, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous encourage à contacter Marie-Fleur, à vous rapprocher du CA si vous ne connaissiez pas le CA avant, à la fin de cette présentation, qui vous mettra en relation après avec moi et qui vous enverra ce questionnaire pour justement commencer le travail. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Et c'est terminé pour moi. Merci. Là, c'est pas encore terminé. Peut-être qu'il y a des questions pour toi et pour Jacques et pour Max que j'invite bien sûr dans cette session s'ils sont encore là. Il y avait une question de Michael de Souza, j'ai vu, à laquelle on n'a pas répondu, je crois. Ouais. Oui. Pas de problème. Moi, je veux bien la prendre si vous voulez. Donc, Michael, il nous demandait qu'en est-il pour les prêts visant à aider à la transition? Par exemple, prêter à Total pour développer des projets d'énergie renouvelable. C'est une question qu'on s'est bien posée aussi chez nous. Sur les du coup, Michael, par prêt visant à aider à la transition, tu parles peut-être des obligations vertes qui sont émises par des acteurs aujourd'hui du secteur fossile. Il faut savoir que oui, en effet, ces obligations vertes, normalement, elles donnent les garanties que votre argent, en tout cas, il est fléché pour participer au développement de ce projet d'énergie renouvelable, etc. Le problème qu'on a avec ça chez Reclaim Finance, même si on a un peu, une position un peu mitigée sur ce sujet-là, c'est que, en fait, en émettant des obligations vertes, certes, ça va permettre de financer des projets d'énergie renouvelable, mais qui auront eu lieu dans tous les cas. Et en fait, ça va aussi avoir comme effet de libérer de la trésorerie de l'entreprise pour aller vers des projets qui sont un peu plus compliqués à vendre. Et du coup, forcément, ils ne vont pas faire des obligations sur des projets qui vont développer des nouveaux projets fossiles. Et du coup, c'est plus une stratégie de communication qu'autre chose. En tout cas, c'est notre positionnement. Après, ça reste quand même des outils qui sont intéressants. Et il faut voir que les obligations vertes, elles peuvent être aussi conditionnées au fait que en fait, l'acteur, il est vraiment dans un plan de transition qui est vérifié. Et dans ce cas-là, si vous avez un acteur du secteur des fossiles dont le plan de transition a été approuvé et en fait que cet acteur est réellement en transition, dans ce cas-là, bien sûr, investir dans une obligation verte de cet acteur-là, ça a tout son sens, parce que ça l'encourage d'autant plus à aller vers le bon modèle. Voilà. Je voudrais appuyer ça en disant qu'effectivement, on a fait ce choix-là, évidemment. C'est-à-dire que quand on exclut un émetteur, même s'il fait des green bonds, on exclut l'émetteur, donc sa stratégie. Et donc, on fait le choix de choisir des émetteurs qui sont dans une vraie transition. Donc, je n'irai pas financer une green bond de Total, ça c'est clair. De mon côté, après. Merci. Une question qui était posée, plusieurs questions qui étaient posées en anglais, mais je ne sais pas si quelqu'un aura la réponse. Il existe une forte demande d'investissement vert
il y a beaucoup d'organisations qui travaillent dans le domaine de la coopération au développement et est-ce qu'elles auraient la possibilité d'obtenir des financements supplémentaires pour des projets climat? Mais ça, je ne suis pas sûre que vous ayez la réponse. Et d'après votre expérience, quelles sont les stratégies de financement interne des investissements dans la réduction des émissions qui conviennent le mieux aux ONG? Et en gros, quelles sont les stratégies de financement qui peuvent être alignées avec tout ce que vous portez aujourd'hui? Je ne suis pas sûre que vous ayez la réponse à ces questions. Je ne sais pas si Julie veut peut-être donner quelques commentaires là-dessus. Alors, pour la première question, je vais reformuler pour être sûre, de bien avoir compris. Est-ce que c'est, vous cherchez par là des outils financiers qui vous aideraient, vous, en tant qu'organisation engagée, dans la transition, à accéder plus facilement, à du financement, c'est ça? Je ne sais pas si c'était exactement ça, mais peut-être commenter là-dessus, oui. OK. Et bah, dans ce cas-là, oui, en effet, bah, c'est un peu le même principe que les green bonds, mais ça va pas être tout à fait ça. Ça va être en fait, il existe un outil aujourd'hui qui s'appelle les Sustainability Linked Bonds et en fait, c'est des obligations qui sont, liées à des engagements extra-financiers. Par exemple, une entreprise ou une collectivité, va s'engager à, par exemple, réduire ses émissions carbone et en fait, elle va émettre cette obligation-là. Et si jamais les conditions justement de cette obligation qui ont été définies dès le départ, c'est-à-dire si vraiment la collectivité ou l'entreprise a réussi à réduire ses émissions carbone, dans ce cas-là, elle aura un coût de financement de la dette qui sera moins élevé. C'est la même chose, il y a des banques qui mettent en place des prêts verts justement dédiés aux collectivités. Peut-être que Jacques aura un mot à dire là-dessus. Donc oui, il y a des solutions aujourd'hui. Après, je ne suis absolument pas une experte pour dire si ça fonctionne vraiment bien. Je crois qu'on en avait déjà discuté un petit peu avec Jacques à un moment donné. Mais voilà, c'est plus vraiment notre sujet à proprement parler. Donc, Oui, c'est les fameux prêts à impact qui ont été longtemps proposés aux entreprises et qui ont été proposés aussi aux collectivités, qui permettent d'avoir un peu de bonification financière sur le prêt. Donc, d'avoir des conditions financières qui s'améliorent sur au moins les 4 ou 5 premières années, dès lors que la note qu'on nous aura attribuée en tant que collectivité aura été suffisante pour justement baisser le taux facial du prêt. On a pris ce type de prêt chez Arkea il y a à peu près 2 ans. Et donc, ce type de prêt donc, a pour ambition de faire baisser le taux jusqu'à 3 ou 4 points de base par an pendant 5 ans, dès lors que l'audit qui est mené donc, par la banque et par un cabinet associé à la banque vous a noté suffisamment bien. Donc après, l'intérêt, de mon point de vue, il est quand même assez limité, dans la mesure où, certes, vous gagnez quelques points de base et quelques frais financiers sur le prêt que vous avez souscrit, mais d'un autre côté, les commissions d'engagement du prêt sont suffisantes pour, à mon avis, payer le cabinet d'audit qui vous audite. Donc, en fait, vous récupérez simplement votre mise, à mon avis, sur ce type de prêt. Ceci dit, en termes là aussi de communication, ça peut être intéressant à mener, surtout si vous avez à financer des projets verts sur votre budget. Donc, c'est un prêt qui est délivré par 2 ou 3 banques sur ces conditions. Mais c'est le seul prêt dit vert, entre guillemets, qui permette d'avoir un gain financier sur ces charges. Après, ça ne dit rien des sources de financement de la banque de son côté, ça c'est sûr. Merci Jacques. Peut-être une question aussi, Jacques, pendant que vous êtes là. Par rapport au questionnaire que vous avez envoyé à toutes ces banques et tous ces acteurs financiers,
quelle a été leur réaction? Est-ce que vous avez eu des réactions particulières? Est-ce que vous avez senti que certains des acteurs financiers avec lesquels vous travaillez jusque-là ont pris peur? Quelle a été leur réaction à votre démarche jusque-là? Qui est récente, hein, bien sûr, mais… Ben, ils sont en perpétuelle concurrence avec les acteurs bancaires, les uns avec les autres. Donc, effectivement, ils essayent de montrer leur meilleur visage quand ils répondent aux questions. Et ils ont pris peur dans la mesure où les questions qu'on a posées, elles se font au niveau du groupe. Il y a beaucoup de caisses régionales avec qui on travaille aujourd'hui et qui sont plutôt éloignées de ces questions RSE, ESG, et qui auraient bien aimé, en quelque sorte, répondre plus localement aux questions. Mais on avait bien spécifié quand on a fait la démarche qu'on voulait avoir des réponses groupe dès lors que la transition écologique n'a pas de frontières. On ne peut pas poser des questions au niveau local aux banques, alors que le défi climatique, il est beaucoup plus large, évidemment, que ça, quoi. Donc, on pose des questions au niveau groupe. Et donc, ils essayent, alors, ils sont assez conscients, je pense, de leur positionnement et des investissements et des financements qu'ils font. Et ils ne s'en cachent pas vraiment. Je pense notamment à la Société Générale, par exemple, qui est toujours parmi les banques les moins bien classées quand on fait ce type d'analyse à partir des questionnaires ou type de classement. Ils sont assez conscients qu'ils partent de plus loin que les concurrents, mais ils nous disent, et on n'a pas encore vérifié, mais ils nous disent s'engager de plus en plus dans la transition, sans pour autant, tout en nous disant, bon, si on est engagé avec Total, il est bien évident qu'on ne va pas se désengager du jour au lendemain avec une telle entreprise, quoi. Et que voilà, on aura toujours quelque part un lien, qu'ils auront très longtemps encore, semble-t-il, un lien avec ce type d'entreprise. Donc c'est pour ça aussi que de notre côté, dans notre analyse, il ne s'agissait pas d'exclure tout à fait, parce que d'abord, il faut en avoir aussi en quelque sorte les moyens. Et quand vous avez des collectivités qui ont un besoin de crédit très très important, comme c'est le cas par exemple pour Bordeaux Métropole, il faut pouvoir diversifier un maximum ses prêteurs. Et on a eu un souci de bonne adéquation entre diversifier ses sources de financement, parce qu'on a besoin de tout le monde pour financer les financements publics qu'on lance, et être suffisamment précis dans les relations qu'on a avec les banques, mettre une certaine pression sur l'aspect RSE de leur politique. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas exclu d'emblée et qu'on préférait se positionner, comme le font d'autres collectivités d'ailleurs, se positionner sur la trajectoire, les objectifs annoncés de la banque, et qu'on se positionne plutôt comme un client qui va essayer de s'assurer qu'effectivement ces objectifs sont bien atteints, ou les étapes sont bien atteintes par les banques en matière de politique RSE. Merci Jacques pour ces précisions. Je reviens à Julie avec Reclaim Finance. Une petite question, est-ce qu'il y a une méthode transparente sur laquelle les organisations qui assistent à ce webinaire aujourd'hui pourraient se baser sur la déforestation, la malforestation? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez partager en plus des différents éléments? Peut-être que ça s'adresse aussi à Max. Max, je te propose de commencer. J'aurais peut-être des éléments complémentaires, mais je pense que tu connais mieux le sujet. Alors, moi, j'en connais pas aujourd'hui de méthodo, et d'ailleurs, quand je challenge les sociétés de gestion, elles avouent un peu leur ignorance, donc elles nous ont même demandé, pour certaines d'entre elles, de les former sur les sujets déforestation, malforestation. C'est un sujet qui est pas évident, parce qu'en fait, ce qu'il faut aller regarder, c'est l'activité de l'entreprise
Alors après, on pourrait même regarder les sous-traitants, etc. Mais bon, je commence par déjà regarder l'activité de l'entreprise. Si on voit que l'activité de l'entreprise est liée de près ou de loin à une activité forestière, ou génère de la déforestation parce que doit s'implanter sur un certain nombre de sites qui peuvent être de très grande ampleur, etc., c'est là où on va avoir des warnings. Et en fait, encore une fois, nous, on fait de la recherche émetteur par émetteur, ce qui est long et laborieux, mais en fait, J'ai l'impression qu'on a perdu Max. Oui, Oui. Bon, non, donc je crois que la c'est long réponse et est laborieux en tout cas. il n'y a pas de méthode transparente. C'est pour l'instant encore très incrémental au cas par cas. C'est Euh, ça. Nous, voilà. on utilise dans le questionnaire extra-financier qu'on a co-créé avec Bordeaux, on utilise un indicateur sur la déforestation. En fait, c'est Global Canopy qui le développe, qui est une ONG justement spécialisée sur la déforestation, sur les enjeux de déforestation, et qui donne les guidelines à suivre pour un gestionnaire d'actifs pour prendre en compte la déforestation dans ses investissements. Et donc, nous, on demande tout simplement dans notre questionnaire si la banque en question se réfère et répond aux exigences de la roadmap définie par Global Canopy, que je peux vous envoyer en lien. Je vais faire ça. Et voilà le référentiel qu'on utilise aujourd'hui. Mais sinon, encore une fois, nous, vraiment, Reclaim Finance, on est vraiment spécialisé plus sur le scope des énergies fossiles. Et donc, la déforestation, ce n'est pas notre cœur de cible. Merci. Alors, on arrive vers la fin du webinaire, donc j'ai peut-être une question assez opérationnelle pour toi, Julie. On a beaucoup mentionné au cours de ce webinaire des acteurs français et beaucoup d'acteurs français de la finance. Est-ce que vous, chez Reclaim, vous êtes en capacité d'aider, de conseiller, d'accompagner certaines organisations ici qui pourraient être intéressées à s'engager dans cette démarche, mais qui sont situées en Suisse, en Allemagne, en Belgique? Est-ce que vous auriez la capacité aussi de pouvoir conseiller sur des acteurs qui ne sont pas que des acteurs français? Merci. Oui, tout à fait. En fait, c'est vrai que là, j'ai majoritairement évoqué des acteurs français parce que pour l'instant, on a fait le travail de vulgarisation de nos bases de données existantes sur les acteurs français. Mais il faut savoir que nos bases de données, elles couvrent tous les acteurs financiers, enfin, les principaux acteurs financiers dans le monde. Donc, en fait, pour le coup, le cadre européen, même américain, est très bien couvert par nos outils. C'est juste que par exemple, le site Change de banque qu'on développe pour vulgariser ces enjeux-là aux entreprises, aux salariés, etc. Là, c'est juste sur les acteurs français, mais en tout cas, les données, on les a. Et donc, on peut accompagner des acteurs qui viennent de partout, finalement. Merci, c'est bon à savoir, je pense, pour nos participants ici aujourd'hui. Donc, Reclaim Finance peut vous aider, même si vous êtes en Suisse, en Allemagne, en Belgique, il n'y a pas que la France. Elle peut vous aider sur plein d'acteurs financiers différents. Très bien, mais peut-être avant de conclure, est-ce que vous auriez chacun un conseil à donner aux organisations ici qui sont présentes, organisations humanitaires dans l'ensemble, qui voudraient se lancer dans la démarche? Est-ce que vous avez un conseil à donner en 30 secondes? Un chacun, Julie, Max et Jacques. vas-y, Julie. Je vous prends au dépourvu. Non, Ah non, oui, moi, super. j'ai mon idée, mais... Ça désigne comme ça. De se lancer, tout simplement, de faire un premier pas justement dans ce travail-là qui est de chercher comment réduire l'impact climatique de ces opérations financières. C'est un travail qui est long, mais il faut commencer à tout simplement dégrossir le sujet. Et du coup, je pense que le questionnaire que je vous ai présenté tout à l'heure va vous permettre en fait d'y voir plus clair et de voir là où vous devez prendre le bout de la ficelle, quoi. Merci, Max. Moi, ce que je voudrais dire, c'est un peu ce que j'ai dit avant quand on était entre nous, c'est-à-dire la question n'est pas de savoir s'il faut le faire ou pas, la question est de savoir comment, puisque aujourd'hui, on doit tous prendre cette transition. Donc, de toute façon, il faut le faire.
Ce qui est bien, c'est que vous n'êtes pas seul. Il y a d'autres gens qui essayent de faire ça. Donc, moi, mon conseil, c'est échanger, discuter, regroupez-vous, essayez de vous regrouper parce qu'on est plus fort aussi pour faire pression potentiellement sur des entreprises ou sur des banques quand on est plusieurs. Donc, moi, c'est plutôt un appel à la cohésion et au travail collectif. Et pourquoi pas autour de Reclaim qui porte ça extrêmement bien. Donc voilà, ne vous découragez pas avant d'avoir démarré, en tout cas, parce qu'on a tous cette responsabilité-là. Et comme cette transition, elle passe nécessairement par les investissements, si vous êtes un investisseur, vous devez le faire, en fait. Merci. Jacques? Moi, je dirais qu'effectivement, comme mes camarades, je dirais qu'effectivement, il faut se lancer dans la démarche. En même temps, il faut prendre le temps de se lancer dans la démarche, même si le temps presse, effectivement, en matière de défis climatiques. Et il faut prendre le temps de le faire. Comme le disait Max, c'est justement ensemble. Et c'est ce qu'on essaye de faire, nous, côté collectivité, puisque il est question maintenant de standardiser le type de questionnaire qu'on a pu lancer, nous, côté banque, et qu'a lancé aussi Besançon, Bourg-en-Bresse et d'autres, de standardiser au niveau des associations, par exemple des maires de France ou de France urbaine, des associations de collectivités et d'élus et d'avoir un travail commun possible ensemble à faire pour être plus efficace et puis en quelque sorte aussi mettre un peu plus de pression auprès des acteurs qui nous financent. Merci Jacques, merci Max, merci Julie. Diapo suivante, s'il te plaît, Pierre, pour terminer en beauté sur le prochain. Je voudrais vraiment vous remercier aujourd'hui, tout particulièrement Reclaim Finance. Merci beaucoup, Julie, d'avoir co-organisé ce webinaire ensemble. Sans vous, ça n'aurait pas été possible. Nous ne sommes pas des spécialistes de la finance OCA, donc merci beaucoup. Merci à Jacques de Bordeaux et merci à Max d'Anyama. Vous avez vu leur contact sur la slide précédente. Vous aurez la présentation en ligne sur notre site web. Le replay du webinaire est également disponible, donc n'hésitez pas, si vous connaissez des collègues finance, responsables finance dans vos organisations qui n'étaient pas présents aujourd'hui, n'hésitez pas à leur en parler. Le replay sera disponible. Et puis, je vais aussi remercier mes collègues et en particulier la communication, Emma, notre stagiaire Pierre, et Mélodie, qui nous ont beaucoup aidés à organiser ce webinaire. Voilà, et puis je vous remercie à toutes les participantes d'aujourd'hui, toutes nos organisations partenaires qui font l'effort de s'engager dans une démarche environnementale, à nos côtés ou pas, mais qui font cet effort en tout cas. Merci à eux. Et puis notre prochain webinaire, ce sera sur un tout autre sujet, les achats pharmaceutiques. Donc ça concerne beaucoup les organisations de la santé en particulier. Voilà, et ce sera début juin, vous aurez la date prochainement dans la newsletter du CA. Merci à tous d'être venus aujourd'hui et engagez-vous dans une démarche de finance verte. Je crois que c'était le message aujourd'hui. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Marie-Flore. Au revoir.